Hello, bienvenue dans 20 minutes au carré, votre rendez-vous tous les mardis à 18h30 sur le Web3, sur Twitch. Romain Gouloumès à l'animation, on ne change rien, chef du service magazine, mais on n'est pas là pour parler de moi, heureusement, on est là pour parler d'eux. Je suis accompagné de Jérôme Detichet, tu es CEO de Comet, mais également plein d'autres choses. C'est ça, je suis CEO de Comet et aussi président d'Ethereum France et professeur d'économie au CNAM. Comet, pour le résumer rapidement, c'est un jeu compétitif dans l'espace. C'est un jeu compétitif dans l'espace où il y a des cartes, où il y a beaucoup d'interactions avec la DeFi. Et ensuite, il y a toute une plateforme technique qu'on développe et qu'on expose à des tiers. Et j'aurai l'occasion de vous en parler, je pense. Super. Ravi de t'avoir avec nous. Thibaut, enchanté. Thibaut de Patrouilla. Tu es le cofondateur de Fizz, qui est un outil, mais sans doute bien plus que ça, de décarbonation, transparence et décarbonation de wallet. Peut-être plus de projets Web3, j'imagine. Oui, tout à fait. On est d'abord un outil de transparence, c'est pareil, on en parlera après. Et on développe des outils à impact pour le Web3 et aussi pour le monde plutôt traditionnel. Okay, et je suis aussi membre des Global Shapers à Paris. Super, merci. Voilà. On a deux petites, c'est pas des utilities, c'est peut-être des récompenses à faire gagner à nos viewers aujourd'hui. Le quiz, car il y aura un quiz dans la deuxième partie d'émission. C'est la décarbonation offerte par Fizz de votre wallet. Alors, on parle de gros wallet, de petits wallet, n'importe quel wallet? N'importe quel wallet. On va éviter les protocoles pour le moment parce qu'on se lance juste, mais on va jouer le jeu. D'accord. Est-ce qu'on peut participer au Comet exclu. Non, mais mon wallet, par exemple. On verra à quoi il ressemble. Moi, le mien, il coûte pas cher. Il y a $12 pour le décarboner. C'était pas très cher. Exactement. Pas et à quel moment? Donc ça, c'est pour la première chose. Il y aura évidemment les NFT de nos invités à remporter via le quiz. J'organiserai un tirage au sort avec les gagnants pour la décarbonation de votre wallet. Et vous risquez de voir apparaître peut-être un petit QR en cours d'émission, une ou deux fois, on sait jamais. Ce QR vous mènera vers une sorte de POAP. On a plutôt fait un NFT. C'est l'ami Radium qui a confectionné ça avec les assets généreusement fournis par la team Comet. C'est un petit POAP pour vous remercier de nous suivre en direct, mais c'est aussi valable en stream. Il y a un mot de passe pour le récupérer parce que l'idée, c'est quand même qu'on récompense la persévérance et l'assiduité. Donc ce mot de passe, c'est 20 mint, 20 en chiffres et mint avec un M majuscule. Voilà, je lâche le crachoir un petit peu. Jérôme, c'est à toi de passer sur le grill. Vas-y. Est-ce que, avant d'attaquer avec l'actualité, tu peux me présenter un peu le principe de Comet qui est, quand moi je l'ai découvert, je me suis dit, waouh, il y a du pixel art, il y a de la musique rétro-wave. Tout de suite, ça m'a parlé. Je me suis dit, ok, c'est du jeu indé en mode jeu de cartes un peu à la Hearthstone, mais avec une mécanique Web3 qui fait tout le sel, j'imagine. C'est ça, donc le jeu s'appelle Comet Battle, il y a Comet dans le titre parce que Comet c'est le nom de la boîte. Et en fait, on est live depuis presque 3 ans maintenant. Ça fait bientôt 3 ans qu'on fait des jeux avec beaucoup d'implications on-chain. C'est-à-dire qu'on aime bien faire, c'est regarder ce qu'on peut mettre comme dynamique du jeu, comme logique du jeu dans la chaîne, pour essayer de trouver des façons un peu innovantes d'utiliser la blockchain dans les jeux vidéo et peut-être créer des nouveaux types de jeux, créer des nouvelles expériences pour les joueurs. Donc on avait commencé d'abord en faisant un RTS, un jeu de stratégie au tour par tour, mais le tour par tour c'était chaque bloc. Donc à chaque bloc les gens bougeaient et faisaient autre chose. Et comme ça on a pu tester des applications de type tiens, est-ce que ce serait intéressant de mettre 5 à 6 000 personnes en même temps sur la même map dans un jeu comme ça. Ce qui en fait est pas facile, même si tu joues à un jeu comme World of Warcraft ou un jeu massivement en ligne, c'est dur de scaler en termes de nombre de joueurs. Bien sûr. Donc ça c'était déjà une des premières preuves d'innovation qu'apportait la blockchain aux jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on peut grossir le nombre de joueurs et créer des expériences intéressantes comme ça. Alors évidemment, on utilisait des NFT, donc il y a le vaisseau spatial Comet, que vous trouvez sur toutes les bonnes marketplaces où vous pouvez jouer au jeu comme ça. Donc il y a aussi une version gratuite, c'est-à-dire que si tu n'as pas de vaisseau, tu peux quand même essayer le jeu, puis c'est un free-to-play, et puis tu verras si ça te plaît ou pas. On a commencé à bosser sur notre deuxième jeu en essayant de mettre des choses nouvelles, encore une fois, d'utilisation de la chaîne dans un jeu. Et donc on a fait un jeu de cartes avec beaucoup de passion et beaucoup d'expérience d'autres jeux. On a pas mal de joueurs de Magic dans notre communauté, on a pas mal de joueurs de Pokémon dans notre communauté, et puis on a eu pas mal de joueurs d'Hearthstone dans nos développeurs. On a eu envie de tester des trucs intéressants comme ça. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme principe intéressant d'utilisation de la chaîne dans le jeu. Donc on a pris un parti pris un peu peut-être risqué, peut-être innovant, on va voir, qui est que les cartes sont créées par les joueurs qui gagnent. C'est-à-dire un joueur qui gagne des parties, s'il joue avec un vaisseau qu'il a loué ou qu'il a acheté,
il accumule des ressources, il peut créer des nouvelles cartes, et ces cartes, il peut les garder pour lui ou les vendre. Et la façon qu'il a de créer ces cartes, là encore, ça devient compliqué, effectivement, c'est que tu fais un dépôt dans un protocole DeFi pour créer cette carte. Ok. Donc après, tu peux détruire ta carte et récupérer ton dépôt. Mais c'est une façon de un peu pousser les gens à découvrir des protocoles DeFi en s'amusant, et puis après, garder les cartes, les échanger, se les passer et tout. Donc le fait que les NFT soient craftés avec un dépôt, ça a énormément d'implications dans le jeu vidéo. C'est-à-dire, si tu as joué à des jeux comme Skyrim, tu vas te dire, ouais, en fait, je peux créer une hache en fer, faut que je mélange un peu de bois, un peu de fer, et puis j'ai la hache. Le mélange de bois et de fer, c'est une recette. Qui ne change pas en plus. Qui ne change pas en plus. Si tu joues à un jeu en ligne sur lequel tu as peut-être une guilde qui est passionnée de bois, peut-être des guildes de décarbonation, ils vont se dire, je vais chercher du bois, ils vont cracher le marché du bois. Tu vas te retrouver avec une recette qui est un peu déséquilibrée. L'avantage que tu peux trouver avec l'utilisation de la DeFi, c'est de dire, je crée une pool de liquidité bois et fer, et si effectivement le bois devient ultra abondant dans mon économie de jeu, le prix du bois par rapport au fer crache, mais ma recette pour faire une hache, je peux dire, cette recette, c'est un liquidity pool token. Donc, dès que le prix varie, la quantité de bois ou de fer que je dois apporter pour créer cette hache varie aussi. Okay. Donc, on peut créer des recettes qui sont dynamiques des assets du jeu. Et donc, ça, on voulait en développer un peu le concept et l'intégrer dans notre jeu pour après voir s'il y avait d'autres jeux qui étaient intéressés par utiliser ce genre de trucs. Et on s'est rendu compte que ce genre de système, en fait, sert même d'autres usages, comme par exemple faire de la subscription. Donc, je sais pas, 20 minutes, c'est un média qui est gratuit, vous financez différemment, mais vous pourriez avoir une version avec un abonnement où vous dites, vous mettez $50 sur un protocole comme Aave ou comme Compound. Ce dépôt, en fait, est représenté par un NFT, et vous, 20 minutes, vous percevez le yield associé à ces $20-50 qui ont été déposés. Okay. Et à tout moment, la personne peut dire, mon NFT, je l'aimais bien, je n'aime pas trop la ligne éditoriale de 20 minutes, je vais détruire mon NFT. Et à ce moment-là, la personne récupère son dépôt ou un dépôt avec une taxe ou autre chose. Donc on peut créer des business models assez innovants avec ce genre de trucs. Donc c'était l'idée de départ. Tiens, on a une petite idée là, derrière une nouvelle application de la blockchain aux jeux vidéo. Ouais. Et on va créer un jeu autour de ça. Et ensuite, on va créer tout le jeu qu'il y avait autour. Donc un jeu de cartes qui est assez compétitif. Aujourd'hui, il y a 4 ou 5 archétypes qui fonctionnent à haut niveau. Et par palier de difficulté ou de classement des joueurs, on se rend compte qu'ils vont plutôt jouer ce genre de trucs, plutôt jouer des trucs moins optimisés et tout ça. Et on est en bêta depuis juin de cette année, de l'année dernière. Et on pense qu'on va sortir de la bêta autour de juin de cette année. Donc on a commencé à ajouter pas mal de features pour rendre le jeu accessible à des gens qui n'ont pas forcément le background Web3 ou qui n'ont pas forcément l'expérience, améliorer une longue queue free-to-play pour que les gens puissent un peu s'amuser avant de découvrir la blockchain. Et voilà, donc on a une quarantaine de milliers de joueurs qui ont testé le jeu, 3000 à peu près qui jouent par mois, et environ 400 par jour. Donc vous pouvez essayer battle.comet.io, COMETH, et voir le jeu et voir si ça marche. Parfait. Non, mais sache que moi, je m'y suis connecté un petit peu cet après-midi et tout. Alors, déjà, moi, la partie musicale et graphique m'a beaucoup plu. Effectivement, je n'étais pas du tout arrivé encore sur les aspérités DeFi du jeu, parce que j'ai juste fait les tutoriaux, etc. Mais en tout cas, l'expérience de base, elle est facile d'accès, elle est très accessible. Ça marche en portable aussi. Ouais, ok, bon à savoir. Je l'ai testé sur desktop. Ok, donc là, on a posé la base. J'aimerais quand même qu'on parle un peu de l'actualité. L'an dernier, vous avez fait l'actu avec une levée de fonds de 10 millions. C'était quoi? C'était en mai, je crois, en mai. Alors, on a commencé à exécuter cette levée de fonds en novembre et on a fini par récupérer les fonds en mai. Ok. J'en profite pour remercier le système bancaire français d'être si long et si... T'es pas le premier. Non, en fait, on est super mal tombé parce que c'était le début de la guerre en Ukraine. Au moment où on commence à collecter les fonds, et ça a lancé énormément de vérifications, énormément de difficultés administratives, alors que c'est une levée de fonds avec un fonds qui est canadien, c'est pas non plus... Oui, normalement c'est pas... Voilà, c'est pas surtout qu'ils n'ont absolument pas justifié pourquoi ils bloquaient le fonds, pourquoi ils faisaient tout ça. Donc on a eu la chance d'avoir les reins assez solides qui nous permet quand même d'opérer pendant plus de 7 mois maintenant qu'ils libèrent nos fonds. Et c'est vrai que c'était un peu rude. Parce que c'est vrai que, entre guillemets, cette levée, elle s'est aussi faite dans une période qui était aussi celle de lancement de la collection 20 Mint, où tout allait bien encore. Tout allait bien encore, oui. Et on avait un premier jeu qui avait eu beaucoup de succès, donc ça nous a placé assez facilement pour lever des fonds à ce moment-là. Et l'ambition derrière cette levée de fonds, c'était de continuer à faire des jeux. C'est-à-dire, on s'inscrit un peu dans la lignée d'un Axie Infinity ou d'un Golden Chain. C'est-à-dire qu'on essaie de créer des jeux qui sont innovants dans l'utilisation de la chaîne. Et en parallèle, on construit toute la stack technique
depuis l'utilisation même du wallet, comment on facilite énormément ça, comment on connecte bien un jeu à la blockchain, comment ensuite on indexe ou on améliore l'interrogation de la chaîne pour le front-end, parce que faut que ton jeu reflète ce qui se passe dans la chaîne, quoi. Et ensuite, comment on descend encore plus bas dans le protocole, c'est-à-dire réussir des monétisations un peu innovantes, réussir des engagements de la communauté qui soient un peu plus fair que ce qui se fait dans le monde du jeu vidéo classiquement. Et ensuite, la bonne connexion à la chaîne, sur quelle chaîne et comment. Donc, on descend toute cette stack et cette infrastructure, on commence à l'exposer à des tiers. Aujourd'hui, on a une quinzaine de clients qui vont, des clients comme Française des Jeux, comme Lacoste, comme d'autres acteurs qui s'intéressent au Web3 intensivement et cherchent des partenaires techniques qui ont un peu l'expérience de tenir la charge de plusieurs milliers d'utilisateurs. Ok. Et l'autre actu, elle est survenue plutôt en début d'année, je crois que c'était le 15 janvier. Ouais. Communication assez costaude là-dessus, c'était l'arrivée de Comet comme le premier jeu à intégrer l'application compagnon des Ledger, Ledger Live. Est-ce que tu peux nous dire un peu, tu es un ancien de Ledger, il faut le dire. J'imagine que ça a dû aider un petit peu pour mettre en place… Ça a aidé un peu les connexions et surtout ça a aidé un peu à faire un peu le périmètre de ce qui devait être fait. Donc Ledger Live, pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, c'est l'application compagnon de Ledger. Donc, quand on achète le hardware wallet Ledger, en fait, il arrive, il faut le setup, on suit le tutoriel et ensuite, on se connecte son Ledger à son ordinateur et on commence à installer des applications. Parce que Ledger te permet, quand tu interagis avec une blockchain, de lire ce que tu fais sur l'écran. C'est-à-dire cette garantie « what you see is what you sign ». Tu sais ce que tu vas signer et la clé à l'intérieur, elle ne te permet que de signer ça. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens, malheureusement, qui tombent dans des arnaques ou qui se font avoir par un site de phishing. Je porte le pull de NFT Paris qui se passe cette semaine. On a découvert en voulant acheter des places que le premier résultat de NFT Paris sur Google était un scam. C'était un truc sponsorisé. Et quand tu te connectais dessus, il te pousse un pop-up et autorise l'accès à ce site à tes Ethers, puis à tes collections, puis à tout ça. Et en fait, tu te fais siphonner. Parce que tu ne vois pas vraiment ce que tu signes, parce que tu ne comprends pas, il y a le pop-up et tout ça. Donc Ledger, en fait, ça te permet de lire ce que tu vas signer. Et pour ça, en fait, il faut que tu installes l'application Bitcoin si tu veux utiliser Bitcoin, l'application Ethereum si tu veux utiliser Ethereum, l'application Onfido si tu veux faire ton authentification forte, second facteur avec tout ça. Et cette application Ledger Live, elle commence à avoir de plus en plus de fonctionnalités, te permettre d'accéder à des services de staking, te permettre d'accéder à des services d'analyse de ton wallet et certains protocoles DeFi aussi. Et maintenant aussi à des jeux vidéo. Donc on voulait dans notre stratégie d'être un fournisseur de technologie qui va assez loin dans la démarche, se dire ok, faisons l'effort de se mettre dans Ledger Live et faisons aussi l'effort que tous les intermédiaires de monétisation qu'on développe qui sont on-chain, par exemple le crafting, par exemple notre système de location de NFT qui commence à être utilisé par des guildes et des tiers aussi, faisons en sorte que tout ça soit vraiment visible sur ton Ledger. C'est-à-dire que si ces utilitaires commencent à avoir de l'attraction, qu'ils puissent se dire, en fait, ils sont déjà compatibles Ledger, ils ont déjà été audités par Ledger, allons-y. Et voilà, on l'a fait. Ça a été un processus pas difficile parce que c'est techniquement très difficile, mais surtout parce que il faut se faire auditer par Ledger, il faut que tout soit bien vérifié, il faut aussi trouver un moment pour le release. Tout ça. Et maintenant, on a des gens qui jouent dans Ledger Live, c'est assez chouette. C'est une bonne proportion, enfin, on a eu quelques milliers, je ne sais plus si on est entre 4 et 5 ou 3 et 4, ce qui est en fait pas mal dès les premières semaines, parce que forcément, quand on est les premiers aussi, on essuie un peu les plâtres, c'est-à-dire on se rend compte qu'en fait, il y avait des limitations techniques qu'on n'avait pas envisagées, donc ça permet aussi à Ledger, qui nous aide beaucoup à corriger ces bugs, qu'en fait, il fallait plutôt prendre cette direction-là plutôt que celle-là. Puis ça les aide aussi eux à apprendre que peut-être un jeu, il faut contrôler, par exemple sur mobile, l'application Ledger Live pour l'instant est encore en portrait, pas en landscape. Okay. Donc nous, ça tourne mieux en landscape qu'en portrait. On se dit mince, on n'a pas prévu ça. C'est des petits détails qu'on arrive à voir, mais surtout le retour des utilisateurs est très bon parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui collectionnaient leurs NFT sur leur Ledger parce que ces NFT ont de la valeur. Pour certains de nos vaisseaux sont assez chers en prix. Donc, ils étaient contents de les garder dans leur ledger. Mais s'ils les avaient dans leur ledger, ils ne pouvaient pas jouer avec dans le jeu. Donc, en fait, ils connectaient leur ledger à MetaMask pour pouvoir jouer, ce qui n'est pas forcément le plus sécurisé non plus. Donc, ça a aussi ouvert l'accès au jeu à certaines de nos gros collectionneurs qui étaient contents de pouvoir jouer avec ça. Ok. Oui, c'est vrai que l'idée aussi, je pense, qui est défendue, c'est le côté parcours sécurisé. C'est-à-dire que là, tu es vraiment de A à Z, tu es dans l'environnement Ledger, tu n'en sors pas. Donc, tout ce qui se passe dans le jeu reste non seulement dans le jeu, mais en plus reste dans ton Ledger. C'est ça. Moi, en ce qui me concerne, mes NFT, je les mets sur mon Ledger.
Et pour jouer à Comet avec mes vaisseaux, je suis obligé de me les louer à moi-même. C'est une étape en plus. Ok. Bon, je suis le premier utilisateur de mon produit comme ça. Ok, intéressant, intéressant. Pour justement, tu vois, j'ai fait des petites recherches et je suis tombé sur des vidéos qui dataient un petit peu, peut-être des premières heures du jeu, des premières versions, on va dire, de Comet, où en gros, c'est comment faire de la moula avec Comet. Enfin, vraiment, hein, je suis tombé sur ce genre de vidéos. Il y a une chaîne qui s'appelle Moula Crypto Gaming, c'est ça, ouais, exactement. Et on connaît la même. On adore notre émulateur. Et, merci à eux de créer tout ce contenu. mais qui, du coup, j'imagine ça fait partie quand même de vos premiers des early adopters, on va dire, de Comet, c'est-à-dire la mécanique DeFi gamifiée. En soi, tu dis la proposition pour des gens qui sont partisans de la DeFi et qui voient une opportunité en jouant de gagner de l'argent ou d'appliquer ces mécaniques-là pour staker, pour ce public-là, il est encore présent aujourd'hui avec vous. Enfin, tu vois, j'ai une question un peu sur le côté, il y a le Crypto Winter qui est passé, qui est encore un peu là quand même, et ensuite votre volonté de parler à un plus grand public. Il y a deux questions en une, mais c'est vrai que comment vous traitez aujourd'hui Je suis étonné que le mot play to earn soit pas je l'attendais. En fait, on a regardé le modèle play to earn en fin 2020, commencé un peu à take off avec Axie Infinity. On s'est dit, mais enfin, j'ai le free-to-play. Okay, j'ai des jeux free-to-play, ça, il y en a plein. Vous prenez des pré-rolls sur YouTube, vous prenez des notifications pour installer des jeux. En fait, vous jouez 5 minutes, vous trouvez ça très marrant, et très vite, on va vous dire, ou tu attends 2 jours où tu mets ta carte bleue, ou alors, si tu veux pas avoir l'air complètement ridicule sur le jeu, il faut que tu achètes des objets pour avoir l'air un peu plus classe, quoi. Donc, on a le free-to-play. On connaît ce modèle, en fait. Le free-to-play, on dépense beaucoup d'argent sur la publicité. On amène 100 joueurs, et il y en a 5 qui vont vraiment accrocher, qui vont dépenser, et voilà le modèle de business. Sauf qu'amener plein de joueurs, peut-être que ça me coûte 1 euro par joueur en publicité. Ouais. On regarde le play to earn et on se dit, en fait, il y a des mécaniques internes qui font que des tokens qui ont de la valeur sont redistribués aux joueurs. Le fait que les joueurs viennent et récupèrent ces tokens qui ont de la valeur, ça apporte une vague de joueurs qui vient pour la partie earn. Est-ce que moi, en tant que publisher de jeu, ça me coûte plus cher de financer 1 euro pour acquérir un nouveau joueur en publicité, en mode free-to-play, ou est-ce que j'ai pas plutôt envie de dire, écoutez les gars, c'est 1 euro pour chaque personne qui vient jouer et je dépense 1 euro par mois, venez jouer. Donc c'est une façon de redistribuer le coût d'acquisition. Mais cette partie earn, en fait, on était assez sceptique sur le fait qu'elle soit sustainable, est-ce qu'on peut vraiment construire un truc là-dessus, sachant que ça va attirer énormément de gens qui sont intéressés uniquement par la partie earn, voire un public qui ne convertira jamais. Un public pour lequel c'est juste pas envisageable d'acheter quelque chose dans un jeu. Donc, on est passé sur un mode, est-ce qu'on regarde des extracteurs et des contributeurs? Et au final, les gens viennent que pour la partie extraction, donc ça ne marchera pas. Donc, on était assez dubitatif sur ce modèle et on a décidé de ne pas l'embrasser complètement, mais en testant quand même, en se disant, on va vendre des NFT, il y aura des royalties sur les royalties des collections NFT, il y aura aussi plusieurs protocoles DeFi qui sont plugués à nos primitives. On fait tourner notre propre DEX, donc ce Decentralized Exchange génère des fees aussi. Ok, lançons un jeu dans lequel les joueurs rentrent en compétition pour capter ces fees. Et donc, on redistribuait les fees du jeu, les fees de notre écosystème dans ce jeu. Okay. Donc, les ventes de NFT, la quasi-totalité a été reversée aux joueurs. Okay. Et pour qu'il y ait d'autres gens que simplement les joueurs qui viennent jouer, on a aussi créé un protocole de location, un des premiers protocoles à part Axie Infinity d'ailleurs, dont on a fait une V2 pour le nouveau jeu. Donc les gens disaient j'ai acheté plein de vaisseaux mais j'ai pas le temps de tous les jouer, puis le jeu est trop dur, puis le jeu me plaît pas, tant pis je mets mes vaisseaux en location et puis on peut partager les trucs. Donc il y a pas mal de gens qui sont venus jouer ou qui ont découvert Comet en se disant il y a un jeu de stratégie, il y a des comètes qui passent et il faut que je me positionne dans l'espace pour récupérer l'argent qui est sur ces comètes et tout est on-chain. Mais je suis obligé de payer mes frais de transaction. Donc, est-ce que je récupère 15 centimes de reward en dépensant 10 centimes de trucs? Et puis, il y a une autre mécanique à l'intérieur du jeu qui fait que quand on est positionné certaines fois dans l'espace, on devient intéressant comme partenaire de jeu. Donc, on permettait aux joueurs de se rémunérer les uns les autres pour se rapprocher les uns des autres. Okay. Donc, il y avait un aspect théorie des jeux aussi qui était géré là-dedans. Et puis, nous, on regardait ça et on voyait les gens sauter dans tous les sens et essayer de faire des trucs comme ça. Et donc, il y a une partie de notre communauté qui a fait des vidéos sur quelles sont les bonnes stratégies à faire, quoi.
est-ce qu'il faut chercher à être proche de la comète le plus tôt possible, ou est-ce qu'il vaut mieux arriver plus tard, au dernier moment, et faire un petit coup de filou, des trucs comme ça, quoi. Et comme ça, le jeu a tourné pendant presque 12 mois. Et au bout de 12 mois, en fait, les frais sur le layer sur lequel on était, Polygon à l'époque, on est encore sur Polygon aujourd'hui d'ailleurs, vu que tout était on-chain, au début, on commençait où une action dans le jeu, c'était un dixième de centime. Voilà, les frais de Polygon étaient vraiment super bas et le token Polygon était assez faible en prix. Jusqu'à quand on a fini par arrêter de distribuer les rewards de l'écosystème, on s'est dit, bon, c'est possible, quoi. Les gens payent presque 30 centimes de fees pour être proche d'une comète et récupérer quelques centimes à ce moment-là, quoi. Et voilà, c'était plus soutenable au terme tout simplement de l'activité on-chain. Ça nous a fait réfléchir aussi sur les layers qu'on devait développer pour nos futurs jeux et les jeux de nos partenaires. Et bon, voilà, on a des choses qui sont bientôt release là-dessus. Ça va être super. Ok. Ok, très intéressant. Et par rapport au grand public, c'est vrai que moi, dans la partie tutoriel, on n'a pas du tout évoqué. Et c'est vrai que sur le site internet, la partie DeFi, elle est quand même présente. C'est-à-dire, vous l'abordez, mais assez peu. Vous dites, vous présentez le jeu comme un game with benefits. Moi, je t'ai entendu en interview parler également de play and earn plutôt que play to earn. Ouais, ou play and earn. Et pour des gens qui sont un peu des moldus, on va dire, du Web3, comment. Quelle stratégie, quel langage vous adoptez pour que, justement, évangéliser un peu sur toute cette partie DeFi qui reste quand même très compliquée. Hein. En fait, on regarde ce que fait on voit ce que font des leaders côté Web3, comme Axie Infinity ou Blazon Chain, et on regarde ce que font des leaders côté Web2, quasiment Web3, comme Sorare. On se dit, OK, en fait, il y a deux problèmes qu'il faut aborder. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux problèmes peuvent s'aborder avec le même marteau, quoi. On peut appliquer la même chose dans ces deux problèmes. Le premier problème, c'est de gérer le wallet. Il faut complètement abstraire le wallet. Il y a des solutions techniques pour ça. Donc, il faut que le moldu en fait, arrive et se dise, en fait, c'est comme quand je me connecte à Steam, il n'y a pas de problème. C'est comme quand je me connecte à un jeu sur mon portable où j'ai mon Apple Login ou quoi que ce soit. C'est comme ça. Donc, on ne peut pas forcer quelqu'un à installer un wallet, on ne peut pas forcer quelqu'un au bidouillage des 24 pots dès le début. C'est déjà beaucoup trop. Donc, il faut trouver une solution pour gérer cette partie wallet. Et il faut aussi trouver une solution pour la partie des gas fees. Il faut permettre à la personne de pouvoir faire des actions en sponsorisant son gaz. Donc, pour ça, la réponse s'appelle Account Abstraction en no rollup. Tout simplement. Ok, tu vas nous expliquer. On abstrait le compte de l'utilisateur et on fait tourner le jeu ou les actions du joueur sur un rollup, donc sur un layer 2, sur lequel on est beaucoup plus en maîtrise des coûts, beaucoup plus en séquençage aussi de ce qui se passe sur cette chaîne pour pouvoir se permettre de le sponsoriser. Là, je pourrais faire de l'account abstraction sur le mainnet de Ethereum, mais ça coûte très vite très cher. 30 centimes l'action, ça commence à être un peu compliqué. C'est clair. Donc ça, on a des solutions techniques qui sont quasiment prêtes pour du mainnet release de notre côté. Voilà, stay tuned, on aura des super choses à annoncer là-dessus. Mais c'est déjà plus ou moins ce qui se passe quand on joue à un jeu sur Starknet, par exemple. Je pense à un jeu comme Brick, par exemple. Brick, en fait, abstrait complètement le wallet, parce que dans Starknet, il y a des systèmes de signature qui sont déjà présents dans un téléphone. Donc, en fait, là, il y a un porte-clés dans ton téléphone que tu n'utilises pas forcément pour ça, mais on peut se créer une clé de session pour une application. Clé de session qui n'est pas vraiment au standard Bitcoin ou Ethereum, mais qui est dans un standard accepté au niveau d'Internet at large, qui s'appelle NIST, et on peut reconnaître cette signature. Alors, en fait, tu as déjà une clé. Tu as déjà un wallet, tu as déjà une clé. Maintenant, ton wallet pour l'application, c'est un wallet qui est abstrait, qui est en fait un wallet en smart contract, qui interprète cette signature. Donc voilà, pas besoin d'installer de wallet ni rien. Côté utilisateur, c'est propre. Côté publisher ou opérateur, en fait, je ne suis pas en contrôle de tes fonds, parce que c'est ta clé de ton téléphone qui signe. Donc ok, on est pas mal. Donc, déjà, super smooth au niveau de l'onboarding. Et côté transaction, il faut que je puisse faire des transactions que tu as signées, que tu as demandé avec ta clé. Et pour ça, il faut que je paye une transaction sur un layer blockchain. Et là-dessus, que ce soit en Optimistic Rollup ou en ZK Rollup, Starknet, on peut vraiment se permettre de sponsoriser les frais de transaction des utilisateurs. Sur les premières heures de jeu? Sur combien de... Autant qu'il en faut, quoi. Et après, nous, le parti pris qu'on a dans notre jeu actuel, qui ne sera pas forcément le parti pris des autres jeux, c'est qu'il y a tout
tout un parcours de découverte qui est off-chain, où le jeu tourne off-chain. Voilà. Eh bien, on a des cartes qui sont off-chain, on a des cartes qui ne sont pas des NFT, on a des emojis qui ne sont pas des NFT, et il y a un parcours joueur. Et puis, quand le joueur accroche, il se dit ouais, bah, en fait, j'ai envie de participer aux compétitions, j'ai envie de me faire un deck compétitif. Bon, bah, je vais aller acheter 2-3 cartes sur la marketplace. Qu'est-ce qu'il faut? Je peux payer par carte bleue? Ah oui, il faut que j'acquière des Matic ou des Ethers à ce moment-là. Ok, d'accord. Bah, en fait, là, on a donné suffisamment de valeur et d'intérêt aux joueurs et de plaisir aux joueurs pour qu'ils se disent bah, j'ai envie de continuer, de passer à un autre level dans le jeu. Okay. Donc, je deviens un utilisateur qui rémunère les autres joueurs puisque j'achète les cartes aux autres joueurs. Donc, tu n'as pas un mur, entre guillemets, dans le jeu auquel tu franchis la porte, on va dire, d'un système solaire et on dit hop, 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 hop. Alors maintenant, sans la carte bleue. Non, en fait, tu n'as pas de wallet. Bon, installe un wallet, ouais. 24 mois par ici, et maintenant, bah, il va falloir que tu achètes des Ethers, donc un petit KYC sous rampe ou autre, mets ta carte d'identité, ton portable, allez, fais ta photo. Non, on ne peut pas faire comme ça. Ok, mais c'est dès l'instant où tu veux aller plutôt au contact d'autres joueurs, il va falloir que tu passes cette barrière. On peut complètement permettre aux joueurs d'acquérir des cartes ou des NFT avec paiement par carte de crédit et autres. Ouais. À partir du moment où le joueur va commencer à vendre ses propres cartes, là on peut le pousser à installer un wallet parce que c'est bien d'avoir son backup dans son téléphone, mais c'est quand même mieux de l'avoir dans un ledger ou un autre appareil. Mais surtout, en fait, on ne veut pas de friction. Okay. On ne veut pas qu'il y ait de friction à l'onboarding et on ne veut pas qu'il y ait de friction à l'utilisation, mais on veut aussi tous les bénéfices que tu peux avoir à posséder toi-même tes assets, même cette interopérabilité dans ces assets. Nous, toutes les cartes et comme les vaisseaux, surtout les vaisseaux, on les applique dans plein d'autres jeux, donc on a envie vraiment d'avoir un maximum d'utilité pour les gens qui les collectionnent et qui s'en servent. Ça, c'est la promesse que te donne la blockchain. Maintenant, si on commence, avant même d'avoir installé ou même testé le jeu, de dire connecte ton wallet. Bien sûr. On voit quoi wallet. Et ça, on l'a vu quand on faisait des campagnes de publicité. On essayait de voir un peu quelle était la population qui marchait le mieux pour nous. En fait, on faisait de l'A/B testing sur des réseaux sociaux et autres, comme ça se fait beaucoup pour ce genre d'application. Et on se rendait compte que cette génération ou cette partie de la géographie était intéressée par nos jeux. Ils venaient jouer. Et puis, en fait, la plupart n'avaient pas de wallet. Ils se connectaient avec Taurus ou un autre truc qu'on exposait qui était no wallet. Et on voyait toutes les étapes qu'ils avaient à franchir avant de même pouvoir imaginer faire quoi que ce soit comme achat, quoi. Donc, c'est des couches technologiques qu'il faut développer et qu'il faut intégrer pour vraiment fluidifier ça. Et on n'est pas loin de quelque chose qui est complètement liquide. Okay. Et en termes de pédagogie, en termes de langage, c'est-à-dire que on va dire que j'ai passé plusieurs heures sur le jeu, je suis happé par les qualités vidéoludiques, vraiment le côté gaming. Je me décide à louer un vaisseau ou une cohorte de vaisseaux, ce qui n'est pas très cher. Hein. J'ai vu des choses. Ouais, je crois que ce moment, c'est genre $1 pour 1 ou $2 pour c'est pour une 7. Ouais, moi j'avais vu sur 7 jours, je crois, mais j'ai pas. Le marché est très dynamique. Voilà. C'est ça. Et du coup, une fois que j'ai fait cette location, dès l'instant où je vais devoir choper des ressources, en revendre, là, je vais commencer à me frotter à des mécaniques de DeFi qui sont quand même plus velues. Tu vois, comment vous expliquez ça? Et est-ce que vous verbalisez le côté ceci, c'est en gros, on te forme à la DeFi, tu vois, c'est de se dire, sache qu'en jouant, tu es en train de te former à quelque chose qui pourra peut-être te servir plus tard. Voilà, donc il y a un côté learn more, quoi. Ah, learn more, ouais. Ok, tu viens, tu dis j'ai pas mal joué, je trouve ça chouette, j'ai acheté quelques cartes, maintenant j'ai plutôt un bon deck, ou bien tu es connecté sur le Discord d'une de nos guildes partenaires ou d'un de nos joueurs partenaires. Il y a des joueurs qui ont beaucoup de vaisseaux et qui les prêtent ou les échangent gratuitement à d'autres joueurs qui veulent découvrir parce que ça augmente la player pool, parce que ça augmente leur intérêt. Ils voient aussi l'intérêt de faire venir plus de joueurs. Donc même si tu n'as pas envie de dépenser $1 ou $2 pour avoir un vaisseau qui permet d'accumuler des ressources, tu dois pouvoir trouver quelqu'un qui t'en prête un pour 2-3 jours pour essayer. Ça c'est déjà ça se trouve. Mais ça te demande que tu viennes sur le Discord et que tu fasses coucou, voilà, je m'appelle un tel, j'aime bien le jeu, j'ai envie de découvrir, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me donner des conseils? Et rapidement, quelqu'un va te dire, tiens, prends mon vaisseau, viens essayer. Là, que tu aies des cryptos ou pas, que tu aies un wallet déjà chargé en crypto ou pas, que tu aies déjà quelque chose, en fait, le login s'est bien passé et on t'a passé un vaisseau. Donc maintenant, tu peux jouer avec l'aspect reward en ressources qui te permettent de créer des cartes. Tu as accumulé suffisamment de ressources pour créer des cartes. Tu vas sur la partie crafting et là, en fait, on te propose des différentes recettes. Si tu es observateur, tu vois que les recettes bougent parce que des gens parfois spéculent sur les ressources, parfois échangent ou vendent des ressources ou quoi. Ça, toi, tu vas te poser la question pourquoi ça a bougé, quoi.
Et c'est là que tu vas venir sur notre Discord ou discuter sur des forums ou regarder une vidéo, tiens, mais pourquoi ça a bougé ce truc. Donc là, on t'amène un petit peu là-dedans. Ok. C'est cette forme de pédagogie sur des ressources qui valent quelques centimes. Mais tu vas quand même te dire, ah, ça c'est intéressant, pourquoi ça bouge comme ça. Ouais, pourquoi pour le même, enfin, pour le même produit final, j'ai une recette qui bouge quand même d'une semaine à l'autre. Ce qui fait qu'il y a une forme de floor price dans le NFT, puisque si le NFT est détruit pour récupérer les ressources et les ressources vendues pour les quelques centimes qu'elles valent, bah, au moins la carte elle bouge quelques centimes. Tu vois, ça inverse un peu le truc. Et évidemment, dans notre stratégie d'acquisition de joueurs, on va commencer à aller draguer des communautés DeFi en leur disant, bah, en fait, en ce moment, on a fait l'opération avec AVE, par exemple. Je ne sais pas si ce sera fait ou pas in fine, mais on peut dire, on fait l'opération avec AVE. Venez faire un dépôt sur AV de, mettons, $5. Vous craftez en même temps 2 boosters de 5 cartes. Et il se trouve que ces boosters de 5 cartes, bah, vous pouvez toujours détruire ces cartes pour récupérer les $5 que vous avez payés. Et cette opération peut être sponsorisée par AV en disant je fais de l'acquisition de joueurs comme ça. On teste une opération comme ça. Donc on voit ce mécanisme comme une façon de proposer à des produits DeFi de faire justement cette pédagogie sur leurs produits et d'aller toucher un écosystème qui est complètement différent. Il y a des gens qui peuvent se dire, bon, voilà, moi je ne croyais pas du tout au Web3, j'ai joué à un jeu qui, dont les qualités vidéoludiques me plaisaient, j'ai commencé à accumuler des NFT, je me suis même payé un NFT à un moment, wow. Et puis là, on me propose d'utiliser AV, ouais, c'est quoi AV? Ok, bon, ok, tiens, je vais essayer. Et voilà, on pense que ça va être une bonne façon pour ces produits de faire de l'acquisition de nouveaux joueurs, comme pour les moldus du Web3 de découvrir des produits DeFi. Ok. Ouais, parce que moi, c'est vrai que cette partie-là, je la trouve particulièrement intéressante parce que je reste un joueur de vieux jeux, tu vois, de RPG ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que sur le Web3, systématiquement, je trouvais que ce qui pêchait, c'était l'offre en termes de ludisme. C'est-à-dire que c'était pas des jeux, c'était des expériences qui étaient adossées à des protocoles qui étaient intéressants, mais c'était pas des jeux. Et du coup, ce qui était intéressant, c'était de gagner de l'argent à travers cette expérience, c'était pas d'y jouer, finalement. C'est difficile, en fait, de créer du contenu pour un jeu. En fait, là, qu'on fasse un petit jeu ou un gros jeu, ou un jeu AAA ou un jeu indépendant, en fait, on passe de toute façon beaucoup de temps à créer un game concept, ce qu'on appelle un game design document, à bien réfléchir les loops de gameplay, à réfléchir où est-ce que va s'appliquer le skill, où est-ce que va s'appliquer l'histoire, comment est-ce qu'on va emborder les joueurs là-dedans. Donc ça ressemble dans cette partie à la production de documentaire ou à la production de film. Et une fois qu'on a fait cette pré-prod, il faut faire la prod. Et là, bah, dans cette prod, on met plus ou moins d'argent sur la qualité des assets. Est-ce qu'on fait des trucs très très simplistes, 8 bits, très très pixelisés et un petit peu moche, mais quand même rétro? Est-ce qu'on met le curseur un peu plus loin? Est-ce qu'on fait de la 3D hyper immersive? Voilà. Là, à ce moment-là, on augmente un peu beaucoup le budget et on augmente aussi les temps de développement. Tu es en train de nous dire ce sur quoi tu es en train de travailler là ou pas bah, je peux vous filer un peu d'alpha en fait. Bah oui, on est preneur évidemment. Tu vois, donc en ce moment, on a beaucoup de versions de nos vaisseaux. C'est-à-dire que nos vaisseaux ont une représentation en pixel art qui est. Tu as une soixantaine de vaisseaux, je crois, c'est ça, différent. Ouais, qui ont plus des variations sur les couleurs et tout ça. Donc chaque vaisseau est unique. Mais la représentation pixel art telle qu'elle est vue dans le jeu actuellement, on a aussi une représentation pixel art avancée. C'est-à-dire beaucoup plus fin dans les pixels, beaucoup plus coloré, beaucoup plus joli à regarder, évidemment. Et on a aussi une version Unity, genre où tu peux modéliser en 3D. Okay. On peut aussi imprimer en 3D printing. Peut-être à la conférence LCC de juillet, vous aurez un petit stand d'impression 3D. Et là, en fait, on fait le rétro-pédalage. On travaille aussi sur des versions façon CryptoPunk. En se disant, cette version CryptoPunk-like, en termes de nombre de pixels, je crois que c'est 64 au carré, ou dans 64 pixels, c'est plutôt. Ouais. J'ai plus le nombre de pixels exact en tête. Mais tu peux en fait reporter ça dans la blockchain. Tu peux inscrire dans la blockchain que on-chain, ce NFT, c'est ça. Et permettre en même temps aux gens qui veulent interpréter le NFT dans un autre contexte, d'avoir accès à différents contextes du NFT pour le représenter. Ouais. Et nous, ça nous permet de dire, bah, ça n'a pas de sens de mettre un fichier 3D dans la blockchain. Bien sûr. Beaucoup trop cher et c'est pas fait pour ça. Oui, puis tu te ferais taper sur les doigts, je pense, derrière par Fizz. Aussi. Par contre, une représentation pixel très très simplifiée qui permet quand même de reconnaître le vaisseau pour qu'il ait une existence on-chain ad vitam, ou en tout cas toute la durée que la blockchain existe, et en même temps pointer vers d'autres
un mécanisme d'interprétation, peut-être avec un nom ENS, un point ETH par exemple. Ça permet d'avoir beaucoup de flexibilité pour les jeux qui veulent interpréter ces vaisseaux ou les expériences qui veulent interpréter ces vaisseaux. Et donc on a un standard comme ça qui va arriver dans pas longtemps. Donc une mise à jour de nos métadatas qui donne encore plus de métadatas et qui en plus font évoluer la licence pour la rendre plus permissive aux joueurs. Et en termes de jeu, c'est vrai que tu as détaillé tout à l'heure les différentes phases. Il y a eu du RTS, il y a eu de l'exploration spatiale avec quelque chose, un rapport peut-être très mathématique au placement pour intercepter une comète. Et là, aujourd'hui, un jeu de cartes spatial. Le next step, c'est quoi? C'est le Street Fighter dans l'espace avec des aliens? Alors on a plusieurs projets qui sont dans les cartons, enfin, pas dans les cartons, sur les étagères. On ne prévoit pas de les laisser prendre la poussière. En fait, après ce premier RTS, on a eu beaucoup l'ambition en se disant on va faire un jeu d'exploration dans lequel l'espace connu évolue avec la blockchain. Plus tu rajoutes des blocs, plus la frontière de l'espace-temps. Tu as ton univers qui est en perpétuel. Et puis, s'il y a de plus en plus de stakers, ça accélère l'exploration. On est pas mal d'idées comme ça d'utilisation de la chaîne là-dedans. Et ensuite, de trouver des mécanismes qui permettent aux joueurs de dire j'ai envie d'aller plus loin, parce qu'il y a d'autres trésors à découvrir, et d'avoir des mécanismes de génération de ces trésors qui soient associés à quel point on est loin dans l'univers. Mais en même temps, des systèmes de rappel où toi, ça fait super longtemps que tu es là, donc tu dérives, ou des gens, tu peux te faire attaquer par une IA qui serait contrôlée d'une certaine façon par la chaîne elle-même. Et ça demandait aussi qu'on développe ce système de bataille. Et donc, en regardant la montagne à gravir avec notre équipe technique, on s'est dit on va pas prendre la face nord, on va prendre la face sud. On va construire un premier chalet ici, qui est la partie simplement bataille. Donc, allons un peu loin dans la partie bataille. Faisons peut-être maintenant une partie bataille alternative. On permet aux joueurs de se battre un peu différemment, et travaillons sur la partie exploration. Et donc ça, c'est un white paper qu'on a publié qui s'appelle Comet Beyond, pour lequel on s'est dit on va d'abord faire la partie battle, d'où Comet Battle, qui est maintenant prête. Donc probablement le prochain gros morceau à avaler pour nous, ce sera de travailler sur Comet Beyond. Et en parallèle, on a eu des petits proof of concept, des petites idées, des gens de la communauté qui ont développé des mini-jeux aussi. Super. Et donc on va probablement essayer de soutenir un peu ces initiatives dans l'entre-deux, de finir les gameplay loops et le design document. Donc le Cometverse est en train de s'agrandir. Cometverse. C'est un mot assez galvaudé, le métaverse, de qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur. Nous, on trouve qu'il y a beaucoup plus c'est beaucoup plus simple à comprendre de considérer qu'on a un monde autonome, un autonomous world qui vit dans la blockchain malgré nous. Et ce qui serait vraiment très bien dans la façon dont on va designer ça, c'est de trouver une façon de permettre aux joueurs de créer un peu le contenu eux-mêmes et de développer un peu ce contenu eux-mêmes. Je ne sais pas si vous avez joué à des jeux de plateau comme Necromunda ou Mordheim, pour les amateurs de Games Workshop. Mais on a 8 figurines sur la table chacun, et en fait c'est de l'escarmouche avec ces 8 figurines. Les scénarios de ces escarmouches, c'est ce qui donne le sel de ce jeu, et c'est ce qui est chiant à designer côté développeur. Mais si on permet à ces escarmouches d'être créées par les joueurs et d'être jouées par les joueurs en soi, c'est une façon pour les joueurs de dire je crée du contenu, je peux être rémunéré par les gens qui veulent utiliser ce contenu, et puis je suis dans cet espace-là, pourquoi pas. Donc on a tout cet aspect en tête, et on cherche la bonne façon d'y arriver petit à petit, et on a la chance d'avoir du soutien d'investisseurs, mais aussi des clients qui utilisent aussi les produits concrets. Donc ça nous permet d'avoir une bonne stabilité et une bonne croissance. On est passé de 5 à 30 personnes cette année. C'était justement la question que je voulais explorer un petit peu. Et on continue à recruter. Il y a des jobs ouverts chez Comet. Oui, donc une boîte qui se porte bien. Et à quel point le Crypto Winter vous a affecté Alors, on a... étant donné que notre audience primaire, c'est des gens de la crypto, s'ils avaient des Ethers dans leur portefeuille, uniquement ça, ils sont passés de quelque chose qui valait 4 à quelque chose qui ne vaut plus que 1. Donc forcément, ça crée une disposition à payer moindre, ou une disposition à payer pour de l'entertainment un peu moindre. Donc nous, en tant que producteurs de jeux vidéo, on produit du loisir, et on produit des expériences qui donnent du plaisir aux gens et qui leur fait passer un bon moment. L'avantage, c'est que dans les périodes de recul économique,
en général, le jeu vidéo et l'animalerie, ça tient plutôt bien. Ouais. Donc il y a des jeux vidéo qui sont à la fois jeux vidéo et animalerie. Qu'on ne citera pas. Donc voilà. Avec lesquels on bosse peut-être en ce moment, vous ne savez pas. Bah écoute, Donc ces gens-là sont bien placés pour traverser ça, et nous, dans le jeu vidéo, on est aussi bien placés pour traverser ça. Donc je suis en train d'imaginer un Shiba Inu dans votre univers. Donc ça nous a impacté parce que de toute façon, la communauté était beaucoup plus... on vit des moments difficiles avec eux, quoi. On a été affecté par le Crypto Winter aussi. Donc, on a essayé de les aider à traverser tout ça en leur proposant de l'activité sur nos jeux, en leur proposant des tournois dans lesquels ils pouvaient nous aider à playtester. À peu près tous les mois, on organise des tournois où il y a un cash pool assez important. Ouais. Ça nous permet de s'assurer que déjà le jeu est compétitif, qu'il n'y a pas un jeu qui est beaucoup plus fort que tous les autres et tout ça. Ça permet aussi aux joueurs qui ont été un peu rects par le Crypto Winter de se dire ouais, si je prends du plaisir à jouer à Comet, en plus si je joue bien, je peux gagner un petit peu de cash prize. Nous, ça nous permet d'avoir un jeu qui est testé énormément. Ouais. On a fait, je ne sais pas si on va dépasser le million de sessions avant le lancement final, mais quasiment, on est déjà plus de 600 000 sessions aujourd'hui. Donc voilà, les gens jouent et testent. Donc on a un jeu qui est accrocheur, quoi. De toute façon, vous êtes sur un module Game as a Service, c'est-à-dire jeu qui tient sur la durée, où vous êtes en plus challengé sur l'ajout de contenu, l'ajout de fonctionnalités, élargissement de l'univers. Donc, en gros, le produit fini n'existe pas, quoi. En tout cas, on est prêt à faire d'autres collections de cartes dès que celle-ci aura rencontré son public et été un peu optimisée par les joueurs, quoi. En tout cas, c'était un moment difficile de passer le Crypto Winter, mais on a eu aussi la chance d'être en phase de développement au moment où il tapait le plus fort. Et maintenant, on commence un peu à s'en sortir. D'avoir un jeu qui est quasiment fini. Et tout à l'heure, tu parlais d'approcher des communautés autour de protocoles DeFi pour nouer des partenariats. Vous approchez aujourd'hui des communautés gamers, des fans d'Hearthstone, des fans de, j'en sais rien, de jeux de société qui sont tournés autour du jeu de cartes, histoire quand même d'avoir des atomes crochus. Vous y allez, on sait quand même que le monde du gaming, je fais une énorme généralité, est relativement peu friand du Web3, des mécaniques NFT et compagnie. On pense pas du tout, en fait. On pense pas du tout que ces gens soient pas du tout friands. J'ai un chat dans ma gorge, donc l'animalerie pendant le de manière générale, les grands bouleversements technologiques dans le gaming ont été plutôt mal reçus par une communauté qui est très vocale contre ça. La dématérialisation, par exemple, ça a été très mal reçu. Le free-to-play, bien sûr. Mais finalement, ça a permis à de nouveaux joueurs d'émerger. Et ça a permis aussi à des joueurs indépendants et des nouvelles expériences d'émerger aussi. On a une énorme fan de Genshin Impact juste derrière l'ordinateur. Il faut le souligner. Jeu gratuit. Est-ce que cette fan peut lever la main si elle a déjà payé pour quelque chose dans Genshin Impact? Oui. Non? Oui. Elle est passée à la caisse. Voilà, après, quand on passe 20 heures sur un jeu gratuit et qu'on est vraiment accroché, c'est fine de soutenir le projet en mettant quelques euros. Maintenant, c'est jamais que 5%, 10%, 15% des joueurs qui font cette démarche. Mais en tant que publisher, d'avoir cet aspect free-to-play, ça permet de toucher une communauté qui est bien plus grande. Donc, effectivement, il y a eu des gens qui étaient très, très vocaux contre les NFT. Mais aussi, je pense que c'est un héritage du battage médiatique anti-crypto qu'on a pu avoir. Du battage médiatique sur le fait que ça finance le terrorisme. Moi, j'aime bien rappeler que les frères Kouachi ont quand même acheté leur Kalachnikov avec un bracelet TLM. Voilà, moi, je pensais plus que, en fait, je pensais plus que les critiques portaient sur le côté très loot box. Où c'est pas vert, où la crypto, ça dépense beaucoup d'énergie, où on peut avoir des débats sans fin sur est-ce que c'est de l'électricité qui était off-grid ou on-grid, est-ce que ça apporte plus de rentabilité sur des énergies renouvelables. Enfin, il y a un débat sans fin là-dessus. Et a priori, une perception plutôt négative de ce qu'apportait la crypto. Après, l'aspect lootbox, c'est un aspect qui n'est pas limité à la crypto. Non. On peut être pour ou contre ça d'ailleurs, et je vois que l'Argel a rendu un avis positif sur Sorare. Sorare n'est pas un jeu d'argent, donc l'autorité des jeux de réalisation. Est-ce qu'une lootbox est un jeu d'argent ou pas? Ça frotte. Oui, c'est une question qui est en débat. Donc voilà, il y a une nouvelle technologie qui arrive et qui vous dit, ouais, en fait, vous pouvez utiliser les NFT dans les jeux, c'est super. Moi, j'ai le souvenir de Metal Gear Solid, le premier sur PlayStation, où quand j'arrivais devant un poste qui s'appelait Psycho Mantis, on joue contre lui et si on a des sauvegardes Namco,
il casse le quatrième mur, quoi. Le boss me dit, ah, je vois que tu joues à Tekken, je vois que tu es comme ça, etc. Et je crois qu'en plus, c'est il fait vibrer modifie la ta façon de manette, jouer, c'est ça. Ouais. Il faut que tu joues à l'envers, je crois. Exactement. Et donc ça c'est une expérience qui est personnalisée par le fait que j'ai un antécédent hors de ce jeu. Ça déjà, franchement, c'est pour ça qu'on veut avoir des NFT, quoi. C'est pour avoir une expérience personnalisée par rapport à des antécédents de joueurs. Je crois que tu parles à Laurent, hein, qui je crois nous a rejoint sur le tweet. Le mot de passe pour les NFT ne fonctionne pas. 20 mint. 20 mint avec un M majuscule, nous dit 28. Écoute, si jamais ça marche pas, je corrigerai et je vous le rendrai accessible sans mot de passe, mais normalement c'est attaché, hein, 20 et mint, 20, 2, 0, mint, je suis désolé, hein, M majuscule et le reste en minuscule. Ça fonctionne, nous dit Matthew. Désolé 28, mais va falloir réessayer, ouais. Réessayer encore. Coach le captcha, je ne suis pas un robot. Ouais, donc tu parlais de l'antériorité, de l'historique. Et même Vitalik Buterin raconte souvent cette histoire aussi sur le fait qu'il avait un Warlord Warlock sur World of Warcraft avec un super sort hyper puissant et du jour au lendemain en fait il s'est fait nerfer son perso, il a dit enfin, c'est quoi ce truc centralisé, mon perso s'est fait nerfer, qu'est-ce qui se passe, comment je peux me plaindre. Finalement émettre des NFT et participer à la gouvernance d'un jeu ou à l'activité d'un jeu en étant holder du NFT, j'ai acheté un NFT pour jouer au jeu, donc c'est que je suis un propriétaire de la licence et en plus j'ai accès à un Discord où je vois que je suis promu possesseur du NFT dans les rôles que je peux occuper sur Discord. Là, je peux parler aux développeurs pour dire attendez, franchement, vous vous faites dégonner là-dessus, il ne faut pas faire ce truc-là. L'accessibilité à des systèmes de gouvernance pour la gouvernance, enfin, des systèmes de gouvernance pour le balancing du jeu, c'est aussi une des super offres de la blockchain. Se rendre propriétaire entre guillemets d'une partie de l'IP du jeu. C'est, je trouve, beaucoup plus fair par rapport au système de financement de jeux vidéo. Parfois, où tu dis ouais, ok, je kickstart, après je joue au jeu et puis basta. Voire non, en fait, j'ai pas kickstarté, en fait, j'ai juste acheté le jeu en early access et le publisher se débrouille pour que ça passe toutes les règles du early access pour dire ok, c'est bon, on a besoin de rembourser, mais on fera plein de DLC derrière. Franchement, c'est un peu moche. Alors, en plus, il y a eu toute la levée de bouclier au moment où Ubisoft fait son drop de NFT. Ouais. Donc ça, malheureusement, déjà, plus de kudos à Ubisoft pour avoir fait ça. Pour avoir osé le faire. Pour avoir osé le faire. Mais bon, effectivement... ça apportait pas grand-chose en soi, la proposition. Si c'était à refaire et que si j'étais à leur place, je dirais, mais en fait, proposer juste une page de login où je viens me loguer avec Steam, Epic et tous les trucs où les jeux Ubisoft sont distribués, récupérer mon antécédent de joueur et mes achievements, et si j'ai réussi tout le Assassin's Creed sauf le 4e, droppez-moi des rewards, des NFT mémorables. Une Kalachnikov personnalisée. Exactement, envoyez-moi quelque chose qui représente mes achievements en tant que joueur. Kalachnikov virtuel, hein, je précise. Et dites-moi, il te manque le 5, et si tu fais le 5, tu peux accéder à un DLC caché ou quelque chose comme ça. Ouais. Voilà, en fait, je vais ou acheter le jeu et le faire, parce que c'est vrai que j'ai pas fait le 5 de la série, ou bien aller acheter le NFT de quelqu'un d'autre, et puis, ça y est, j'ai tous les trucs, je veux le laisser maintenant. Donc ça, déjà, ça crée de la valeur pour les joueurs grâce aux joueurs. C'est plus dans cette approche-là qu'il faut considérer le NFT par rapport à ce qu'il permet de faire. Et ensuite, moi, j'ai quasiment... Vous êtes entendu enfin, vous le faites, ce discours quand vous allez voir des communautés qui sont peut-être moins regroupées. Ubisoft, en ce moment, ils sont très cool. Ils réunissent régulièrement les gens de l'écosystème français pour discuter de comment on approche les problèmes. Le jeu vidéo, hors de la partie Web3, est plutôt une industrie assez secrète. Ça ne se fait pas trop discuter de ce qui va être fait, de tous les jeux en production et tout. Ce qui est un peu à l'opposé aussi de l'écosystème Web3 où nous, ça partage beaucoup. On partage beaucoup et on croit plutôt à cet aspect partage. Donc je sais qu'ils ont été un peu échaudés, mais qu'ils n'ont pas du tout arrêté de faire des choses, qu'ils investissent dans des boîtes du Web3, qu'ils continuent à explorer tout ça. Oui, puis à en croire un partenariat potentiel avec une entreprise, un projet Web3 qui aurait des chiens virtuels, je crois que c'est plutôt en bonne voie. Au-delà d'Ubisoft, je pense à des RPG, Square Enix, ils ont fait leur lettre aux investisseurs et ils ont cité genre 30 ou 40 fois la blockchain comme une technologie d'avenir. Je crois qu'on a, je sais pas si c'était Sony ou Namco, ou en tout cas une Namco qui a fait sur Castlevania, qui a fait un truc sur Castlevania. Cette semaine, Sony ou un autre géant japonais de jeux vidéo a sorti ils ont mis un patent sur un protocole de rental. En fait, ils creusent ce sujet énormément. J'ai envie de dire, il est inévitable dans le sens où il apporte autant à l'économie d'un jeu et à l'engagement des joueurs qu'a pu apporter Internet et la 3D à l'utilisation du jeu en lui-même. Donc c'est plus
inévitable d'aller vers la blockchain. Je pense que tu parles d'or pour Laurent qui nous écoute. Hein. Salut Laurent, merci de nous écouter. Je vous propose, si tout le monde est d'accord, d'aller vers le quiz, parce que ce pauvre Thibaut, là, je ne l'ai pas encore sollicité, on n'a pas parlé de quiz Je suis encore. tout oui sur ce qu'on entend actuellement. On va parler du quiz, on va parler de Fizz, puisque tu es, en tout cas, la décarbonation d'un wallet 20 mint, c'est la récompense, c'est le Graal de ce quiz. Un quiz qui va tourner autour du lore de Comet, mais vous allez voir, normalement, il y a des petits indices dans la vidéo. Non, tu participes pas, s'il te plaît. Okay. Pas cette fois. Tu négocieras une décarbonation avec Thibaut. Hein. Je laisse à Hélène le temps de s'installer, de lancer les questions. On a 6 questions aujourd'hui. Vas-y Hélène, tu me dis, tu peux envoyer la première question. C'est Tipar, nous dit Matthew. La première question. Un vaisseau Comet est inspiré d'un monument français. Lequel est-ce? Réponse A, le carré Champéret, où nous enregistrons aujourd'hui. Réponse B, le marteau-pilon du Creusot. Réponse C, la tour Eiffel. J'espère que je n'ai pas modifié le... Si, j'ai modifié le quiz. Donc ne m'écoutez pas et vous suivez le quiz sur l'écran. D'accord. On peut passer... Voilà, il y a même Laurent qui participe. Le marteau-pilon du Creusot. Oui, Laurent Beignet vient du Creusot. Donc je me permets de lui faire des petites rêves de temps en temps. Le plus beau monument au monde, nous dit-il. On peut passer à la question B. En fait, je ne vous ai pas assez sollicité la commu là, sur les premières réponses. Pas sur les premières réponses, sur la première moitié de l'interview. Je vois que ça dort un peu. Hein. Salut Skio, salut Mafio, évidemment. Hein. Alors, on peut passer à la deuxième. Dans quel film la Tour Eiffel sert-elle justement de rampe de lancement? A. Independence Day. B. Tomorrowland. C. La soupe aux choux. Est-ce que j'ai encore inversé? Hélène, tu me corriges. Non, c'est bon. Hein. Non, normalement, on est bon. Parce que je vois quelqu'un qui répond C, la soupe aux choux, là je m'inquiète quand même. Donc non, il y a tout le monde qui suit la soupe aux choux. Oh là là, là je m'inquiète. Tout le monde croit 28. C'est un comportement complètement Non, c'est pas Independence Day non plus. N'essayez pas de vous rattraper. C'est un comportement complètement attendu. Tu donnes les mauvaises réponses pour essayer de baisser les gens et tout. C'est clair. Non, c'est pas la soupe aux choux. Mais bon, on peut passer à la réponse C. De toute façon, globalement, sur les 2 dernières semaines, le quiz, systématiquement, il y a une question que j'évacue, que je ne prends pas en compte. Parce que, je suis désolé de vous le dire, mais personne n'a la bonne réponse. Donc, je commence à me remettre en question, sérieusement. Je pense que le quiz est un poil trop dur des fois. Allez, à propos de soupe, avec la 3e question, s'il te plaît, Hélène. À propos de soupe, une race de comètes partage de nombreuses ressemblances avec un légume. Duquel s'agit-il? Est-ce que tu vois? A, le poireau. B, le cornichon, car le cornichon est bel et bien un légume. C, la courgette. Bon, tu peux peut-être nous spoiler le nom de la race? Non. Non? Non, je pense qu'il faut rester dans le secret là-dessus. Le secret reste dans le bocal, quoi. C'est ça que tu es en train de dire. Le secret reste dans le bocal. D'ailleurs, il y a le vaisseau mythique unique de cette race, c'est un mason jar, qui est l'anglais pour le bocal classique. Ouais. Un énorme vaisseau. Quand on le croise dans le ladder, on est là genre, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est aussi un protocole DeFi, complètement anonyme d'ailleurs, qui est un des protocoles à gérer des fermes d'optimisation des farms de Bitcoin. De yield farming. Ok. Un des premiers protocoles à faire de l'optimisation de yield farming. Intéressant. Et c'est des vaisseaux assez rares. Et tu étoffes. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est intéressant quand même dans votre lore, c'est qu'il y a énormément de références. J'ai vu des races dont avec des vaisseaux, c'était des prénoms de boissons, des noms de boissons ou de bonbons japonais. Enfin, il y a une race qui fait référence à la civilisation grecque. Enfin, on va rentrer là-dedans. Ouais, je vois avec qui tu fais. Allez, on continue. Hélène, tu me fais signe. Encore 3 questions et après c'est fini. On passe à ce pauvre Thibaut. On va parler de Fizz. Avec leur vaisseau jaune et blanc, je crois que pareil, j'ai dû changer la question. Bref, les mélès font référence à des animaux, lesquels A, les mustélidés, c'est la famille du blaireau. Réponse B, les hérissons. Réponse C, les baleines. J'ai bien dit, donc la race, c'est les mélès. Oui. Si vous avez le temps de taper mélès sur Google, vous allez avoir des indices. Tout à fait, un autre protocole DeFi avec qui on était assez proches, on a fait pas mal de choses avec eux, qui malheureusement a écopé d'un petit hack, qui se sont relevés. Nous, so far so good. Hein. Du bois. Aussi solide que le ratel. Aussi solide que le ratel. Voilà. Ça. Allez, on continue Hélène, si tu veux, on est parti. Journey to the West est l'un des 4 vaisseaux d'une civilisation qui va piocher dans la littérature. 3 petits points. A, de George R.R. Martin. B, dans la littérature mexicaine.
Et oui, réponse C, chinoise. Vous pouvez trouver Journey to the West, le voyage vers l'Ouest, à la collection de la Pléiade, si ça vous intéresse. C'est bientôt. Il y a un autre vaisseau qui s'appelle les Trois Royaumes, pour donner un autre indice. Que vous ne trouvez pas en Pléiade d'ailleurs. Que vous trouvez pas en Pléiade. Si Gallimard nous écoute en ce moment, comment ça se fait qu'on a pas... Regardons le replay. Allez, dernière question, et vous allez voir, je pense que c'est la meilleure. Malheureusement, vous n'avez pas accès, vous ne voyez pas le montage que... J'ai fait un gros travail de montage. Le saviez-vous? Des projets Web3 patrouillent également dans l'univers de Comet. Lequel parmi ces trois? A. La réponse A, c'est 20 Mint avec le Starship Lolo Infinite. Réponse B, Dogami avec un vaisseau Laika. Alors, je vous ai peut-être induit en erreur. Hein. Et réponse C, Avegochi avec un navire GHST et un autre navire Fren. Enfin bref, il y a quelques autres. Globalement, il y a des couleurs qu'on retrouve. Ouais, t'es obligé de regarder le replay pour voir le montage. Ah ouais, tu vas voir le gros travail sur Photoshop. Vous avez au moins mis sur Twitter. Non, je les ai même pas. Mais en fait, normalement, je suis censé faire des clips. Enfin, on est censé faire des clips des meilleurs moments de l'émission pour Twitter. Le problème, c'est que mon ordinateur ne tourne pas assez vite pour, tu vois, ne serait-ce que faire des petits clics et les exporter. Bah, je perds une matinée de travail, quoi. Pour vendre plus de NFT. Exactement. Pourquoi vous aider sur ça? Donc on est bon. Le Starship Lolo, faut le créer. Mais j'y réfléchis. Rocambolesque ce quiz, nous dit Mafion. Mais j'y mets du mien. Donc le vainqueur de ce quiz gagnera une décarbonation. On a vu que parmi la communauté 20 Mint, on avait des gens qui avaient un wallet qui représentait à peu près 100 €. La décarbonation coûterait peut-être 100 €. D'autres, c'était plutôt sur une cinquantaine. Moi, je l'ai dit, une douzaine d'euros. Je suis un pauvre au pays du Web3. L'une des premières remarques qu'on nous a fait sur le Discord, c'est ça paraît peu cher au vu, en gros, que le prix de la tonne de carbone de CO2 le prix de la tonne de CO2 à décarboner, il doit être beaucoup plus élevé que les 20 € à peu près affichés. Ouais, tout à fait. On a fait une moyenne un peu des projets qu'on voyait. En fait, il y a deux types de crédits carbone sur le marché. Il y a le carbone réglementaire, auquel est soumis les grandes entreprises qu'on ne citera pas, et le carbone plutôt volontaire, où tout un chacun peut compenser son impact. Et ce carbone volontaire a un prix moindre par rapport à celui qui est acheté sur le réglementaire. Par contre, il est soumis à une labellisation, et nous, on travaille avec nos partenaires pour essayer, et c'est ce qui manque aujourd'hui, même un petit peu dans le réglementaire, pour vraiment suivre quel va être l'impact concret de ce crédit carbone. C'est exactement, tu vois. Elven, je sais, je suis allé chercher ton post dans le Discord, tu disais une décarbonation à la valeur réelle ou à 20 $ la tonne. Finalement, en gros, vous dites, nous, on va plutôt approcher le tarif de 20 $, mais tout à fait. En nouant des partenariats ou en se rapprochant des autorités qui gèrent ça? Non, c'est plutôt les partenariats et des organismes de labellisation. On se rapproche aussi d'outils de transparence purement crédit carbone avec lesquels on va essayer de se plugger. Et pour l'instant, on est dans les projets qui nous sont amenés autour des 10 et 20 $. Ok. Le principe aujourd'hui, c'est je vais sur votre site. Je veux bien que tu rappelles l'adresse de votre site. app.phise.com. Phise. P-H-E-A-S-E. Parfait. Merci c'est beaucoup. To Ease Philanthropie, parce que l'objectif est d'améliorer l'accès à la philanthropie et les actions. En plus, il y a un petit clin d'œil au Phise. Tout à fait. Qu'on paye tous aujourd'hui lors des transactions. C'est aussi l'objectif. Aujourd'hui. Vas-y, fonce. Si me brûle les lèvres, vous allez financer des projets qui sont générateurs de crédit? Ouais, en fait, je raconte un peu. Ouais, exactement. Sur la plateforme actuellement, app.phise.com, on permet de scanner un wallet ou un smart contract, de comprendre quel a été l'impact carbone, qui est, pour ceux qui étaient là avant le merge, énorme. Moi, personnellement, je suis à plus de 4,5 tonnes, et donc c'est plus de 4 allers-retours Paris-New York, alors que je n'ai pas levé mes fesses de ma chaise de mon ordinateur. T'es mineur Oui, là. Ouais. Ouais, on travaille pour essayer d'aller au plus près. Après, pour l'instant, on est rattaché à l'adresse, mais on va essayer de mettre des mises à jour par rapport à ça. Et in fine, là, pour l'instant, on est juste sur inscription et une waiting list pour décarboner son impact. Mais l'objectif, c'est de reverser ces crédits carbone au projet qui a généré. Donc, reforestation, on ne priorise pas, on est d'abord sur la préservation des forêts, et autres projets partenaires, énergie verte et impact plus local sont les projets qu'on trouve. Oui, parce qu'aujourd'hui, je connecte mon wallet. Vous avez un calcul qui est effectué à partir des transactions visibles sur mon wallet.
Et je peux de moi-même dire, OK, je vais payer les 12,53 pour la décarbonation. Je peux choisir où va aller cette somme mirobolante. Ouais, là, on est en bêta. Et mirobolante. Ah bah, attends. On est actuellement en bêta, donc comme je disais, c'est juste une inscription, mais le but, ce sera d'avoir un panel de projets certifiés qui jouent au jeu de la transparence. Et là, c'est la stack technique qu'on est en train de développer pour dire, quand tu vas financer cette partie de forêt, on va te prouver que c'est parti à tel projet réellement, parce qu'il y a aussi un grand manque de confiance de la part des donateurs aujourd'hui, et dire, bah voilà, ces arbres qui ont été plantés ou protégés, tu vas recevoir des updates comme quoi il a bien poussé, il y a eu un bon rendement, ou il a bien été protégé, il n'est pas touché. Parce qu'il y a aussi soit un NFT. On réfléchit un peu toutes les mécaniques qui sont derrière pour optimiser ça et donner cette des vidéos en 4K qui sont uploadées dans le cloud. On va optimiser ça aussi. On va optimiser ça aussi. C'est super intéressant. Aujourd'hui, vous fonctionnez sur Ethereum. Ouais. Comment ça se passe? Enfin, vous comptez d'abord explorer tout l'écosystème Ethereum avec Polygon peut-être, ou est-ce que vous dites, OK, aujourd'hui, on reste sur Ethereum, on bosse à fond et on s'intéressera demain à Bitcoin, aux autres blockchains? On est en train d'essayer d'intégrer un peu la communauté dans ce processus de décision. On le voit de façon verticale et horizontale. On veut autant se développer sur d'autres chains et voir l'impact. Bitcoin fait aussi vraiment sens et d'autres chains qui étaient proof of work avant. Proof of stake fait un peu moins sens, mais avec les millions de transactions, on veut quand même prouver qu'il y a un impact et qu'il faut aller vers le net zéro. Et de développer de plus en plus de fonctionnalités au sein de chacune de ces chains. Donc on est en train de voir avec la communauté s'ils veulent plus de... Et n'hésitez pas à nous donner du feedback par rapport à ça, s'ils veulent plus de fonctionnalités sur Ethereum ou d'abord avoir un panel de blockchain à disposition. Okay. Aujourd'hui, votre communauté, c'est quoi? Elle fonctionne sur un Discord? Vous avez combien de membres? On a un Discord qui grandit. On est, je crois, autour des 130 membres. On est encore un projet jeune. On a lancé la bêta mercredi dernier. Et en une semaine, par contre, on a été vraiment surpris de la motivation des membres qu'on a atteignés à travers On a aussi un Twitter qui est assez actif. On est sur tous les réseaux sociaux. Et on a eu presque 1400 personnes qui ont scanné les wallets pour plus de 20 000 tonnes de crédit carbone, ce qui est énorme. Et on ne s'attendait pas du tout à des chiffres pareils en une semaine. Tu en as combien qui ont fait le step suivant, c'est-à-dire de dire, OK, je vais décarboner ou je vais me renseigner? On a sur la waiting list, là, 1200 personnes. Oh, quand même. Donc on a eu un bon taux de rendement, un beau taux de conversion dans les personnes qui veulent vraiment s'engager pour compenser. OK. Et vous êtes combien sur ce projet? On est 6 aujourd'hui. Okay. On est 2 cofondateurs, un late founder, et après on a des personnes qui nous ont rejoint au fur et à mesure. OK. En tout cas, moi je trouve la proposition super intéressante sur le côté éveil à la prise de conscience. Avec Elven, on peut débattre, tu vois, de est-ce que c'est 12 € ou est-ce que c'est 150 € selon combien tu achètes ta tonne décarbonée. Mais en soi, je trouve que rien que le fait d'en prendre conscience est intéressant. Et on a plusieurs membres dans la commune qui se sont dit, OK, en fait, effectivement, je ne touche pas à mon wallet, mais j'aimerais savoir, rien que le fait de l'avoir alimenté, le fait de recevoir des NFT, j'aimerais savoir un peu l'impact que ça peut avoir. Quel langage vous utilisez pour pas que ce soit un peu aussi un côté culpabilisant c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu sur le Web3, sur le côté le Web3, c'est cracra. C'est quand même un sujet récurrent. On l'entend un peu moins aujourd'hui, vu qu'on est sur un marché qui est plutôt pas en déclin, mais un peu en pause. Quel est, tu vois, en termes de pédagogie, encore un thème qu'on a exploré tout à l'heure avec Jérôme, comment vous vous adressez aux porteurs de wallet? Pour l'instant, nous, on essaye de jouer un petit peu sous une sorte de green card. Alors on va mettre cette fonctionnalité dans la semaine qui arrive, où quand on scanne, on a son taux de carbone dû à ça, et on va avoir l'indice de compensation. Pour l'instant, il reste à 0 parce qu'on ne permet pas encore la transaction. Mais demain, le but, ce sera de pousser les personnes à dire « Ok, j'ai compensé à 100%. » Et de pouvoir le partager, le jouer, et créer un petit effet autour de ça, de dire « Bon, on n'arrête pas de me dire que le Web3, c'est cracra. Vous voyez, j'ai compensé. » Alors, la compensation, ce n'est pas la solution, c'est juste une partie de la solution, mais on veut déjà l'amener à cette communauté. Et notre but, c'est de dire, voilà, on a parlé de plein de choses dans le Web3, c'est aussi, en termes d'inclusion, etc., une volonté d'être un peu plus à impact. On veut amener vraiment de l'impact dans le monde du Web3 et développer des outils autour de ça. Là, ce qu'on est en train de développer sur la stack de transparence,
finalement, on fait passer les transactions via la blockchain, c'est accessible à tout le monde. On prouve aux donateurs que quand vous avez donné à Amnesty International, par exemple, pour citer une association, on vous prouve que c'est vraiment aller au projet que vous avez choisi. Et ça, c'est toute cette confiance. Et finalement, c'est la blockchain, le monde du Web3 qui permet de donner cette information. Il y a quelques semaines, on a reçu Monopole, Justine Houge Ernotte, qui est venue, c'est Laurent qui animait, qui fait de la certification de projets à impact. C'est un interlocuteur, un acteur avec lequel vous communiquez ou... On ne les a pas encore approchés, on serait preneurs. Mais en effet, le but pour nous, c'est pas de dire on va être le seul acteur. Le but, c'est de créer un écosystème d'acteurs qui vont pouvoir se passer l'information. Nous, on veut juste être la plateforme, on va dire, où l'information va être agrégée, mais qui est accessible à toutes les autres plateformes. Est-ce qu'on peut imaginer peut-être avec Comet un système de récompense, c'est-à-dire plus tu décarbones ton wallet, plus ton vaisseau peut aller loin ou obtenir des roquettes ultra puissantes Alors, on peut imaginer plein de choses avec Comet. On peut faire un plan dessus aussi. Joli. En fait, c'est un sujet que je suis assez content de parler parce que je le connais assez bien. Tellement je faisais la recherche dans les modèles de croissance en ressources renouvelables. Donc, comment on gère la pollution au sein d'un modèle de croissance. Quand un pays croît, et ça consomme de l'énergie laisse de la trace dans l'atmosphère. Cette atmosphère diminue la durée de vie des gens ou des trucs comme ça. Et en fait, comment on gère ça? Et en fait, donc, plus généralement, en économie de l'environnement, on considère la pollution comme une externalité. Cette externalité, il se trouve qu'elle n'a pas vraiment de prix, elle est laissée un peu pour compte. Quand je jette un papier sur le bord de la route, quand je consomme de l'essence, le prix de la consommation d'essence, le prix de mon litre d'essence, en fait, il ne représente pas aussi combien ça coûte de sortir ce que j'ai émis comme gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc tout ce qui est crédit carbone, où on parle de coût réel ou autre, quelle que soit la façon dont on le présente, en fait, c'est une façon d'internaliser le coût pour la société, d'avoir cet usage, ce loisir qui a été mis à l'intérieur de l'atmosphère, qui nous impacte tous. En fait. Il y a quelque chose qui, moi, m'embête un peu là-dedans, c'est que si aujourd'hui, j'ai envie de m'acheter 10 tonnes de CO2, 10 tonnes de crédit carbone CO2, si je veux aujourd'hui m'acheter ces 10 tonnes de CO2... Tu t'autorises une autorisation à polluer? Non, mais surtout, comment je fais? Est-ce que j'appelle mon banquier? Je lui dis, hey, allô Francis, alors, merci d'avoir libéré les fonds de la site précédente. Est-ce que tu pourrais m'acheter 10 tonnes de crédit carbone? Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ce soit possible pour des particuliers de dire, vous savez quoi? Moi, j'ai envie d'acheter ces trucs et j'ai envie qu'il y ait une pression acheteuse sur ces trucs. Ils sont produits par des projets à impact, ils sont produits par des choses certifiées qui vous disent voilà, on a émis ces produits carbone parce qu'effectivement, ça décarbone, ce produit décarbone, c'est une forêt, c'est du recyclage, c'est autre chose, mais ce n'est pas accessible forcément au grand public. Bon, ça, c'est un peu chiant. Quoi. De dire, en fait, voilà, on est un État, on donne des subsides ou des taxes crédites, des réductions d'impôts si jamais vous avez des comportements à impact. Bah ouais, vous avez envie de réduire vos impôts de 30%, en fait, achetez 1 000 € de crédit, et en fait, ça vous fait 300 d'impôts en moins. En fait, on fait payer le coût à polluer pour tout le monde derrière, pour tous ceux qui polluent, en fait. Et là-dessus, il y a une application de la blockchain qui est pourtant très élégante, c'est de dire simplement, une autre idée de startup ou de pivot pour vous, si jamais votre truc ne marche pas. On s'attaque à tout. Voilà, non mais en fait, juste, vous créez une fondation et vous dites, vous mettez 1 € dans n'importe quelle crypto sur ce compte. Nous, on est audité par tous ces auditeurs Big Four, là, des Ernst & Young, des Deloitte et autres, qui vont bien voir qu'on a dépensé tous 7 € pour acheter des crédits carbone. Et vous devenez juste une boîte qui ne fait que acheter des crédits carbone. Faites une pression acheteuse sur le cours du crédit carbone. Et ce que vous faites en face, c'est que vous le tokenisez. Pour chaque crédit carbone que vous avez acheté, vous en faites un NFT que vous découpez en milliers de morceaux et vous en faites un soulbound, un NFT qui reste sur le compte des gens qui ont contribué. Quoi. Je vous ai filé 1 €, j'ai récupéré l'équivalent d'1 € en NFT ou en token qui bouge sur mon compte. Qui pourrait servir à autre chose, ou en tout cas qui servira de marqueur. Exactement. En fait, c'est une bonne façon de faire du virtue signaling. Ouais, c'est ça. Genre, en fait, moi, je dépense et j'ai mis mes trucs là-dessus. Et je peux opposer à mon État qui potentiellement me dit c'est bien que vous ayez acheté ces crédits carbone, que vous avez effectivement acheté ces crédits carbone. Ou alors, après, vous allez voir des artistes ou d'autres manifestations pour dire ces trucs où il y a de la demande, il y a de la file d'attente pour rentrer, on laisse passer les gens qui ont décarboné.
Non, clairement, il y a plein de choses. Enfin, nous, on calcule, enfin, 1, 2, 3, on recherche un peu tout ce qui est système de preuve, justement sur ce crédit carbone, pour amener à nos utilisateurs cette preuve et être fiers, dont la carte au départ, mais est-ce qu'on va la NFTiser, enfin, c'est des choses qu'on essaye. Et le but, c'est vraiment que ces crédits carbone ils soient accessibles à tous. On répond justement à ce pain et on travaille dessus. Elven, je veux bien que tu précises ta question. Je suis pas sûr de comprendre. Il me dit c'est pas la solution, c'est le dernier recours lorsqu'on a épuisé toutes les vraies solutions. Est-ce que tu parles du crédit carbone? Enfin bref, si jamais tu as une question, je veux bien que tu la reformules et je la poserai en direct parce que là je vois quand même que l'heure tourne, il est 8 heures. On ne peut pas se contenter de simplement faire payer les gens pour leur pollution là-dedans. C'est ça. Il n'y a pas de bonne pollution. La pollution n'aurait pas dû se faire initialement. Mais en fait, sur ce genre de ciseaux, on active les deux côtés à la fois, quoi. Il faut pousser les gens à avoir une conduite plus vertueuse. Une conduite plus vertueuse. Et aussi à prendre conscience de l'impact, donner une lecture économique à l'impact qui est fait, quoi. Tout à fait. Je le disais tout à l'heure, ce n'est pas la solution. Ça fait juste partie de la solution. Ça ne donne pas un droit à polluer. C'est juste qu'on a tous eu un impact avant. Et là, on peut le tracer réellement autour des transactions blockchain. Ça donne la transparence. On veut donner la possibilité de déjà compenser l'impact qu'on a eu, mais il faut se mettre dans un mindset aujourd'hui où il faut essayer de compenser. De la sobriété plutôt. Voilà, exactement. Ok. C'est exactement ce que nous disait Elven. Je parlais de la compensation. Moi, je vous propose, il est 8 heures. On aurait pu continuer encore un moment, mais il est quand même 8 heures. Ça fait plus d'1 heure et quart qu'on tient le crachoir. Je vous propose qu'on arrête là. On remet ça dans un an quand vous avez décarboné la moitié de la planète et quand Comet aura encore repoussé les frontières. Et franchement, avec Liquidity Provider sur un token de décarbonation, c'est quand même assez cool. Voilà. J'ai hâte. Très bien. Quant à moi, je vous remercie. Je vous remercie à tous ceux qui sont restés avec nous tout du long, ceux qui ont répondu juste au quiz, ceux qui se sont égarés peut-être en cours de route. Je vous repêcherai demain sur le replay. Je vais regarder ça pour envoyer les bons NFT à qui de droit. Malheureusement, je vais ajouter à votre carbonation, en tout cas votre wallet, je vais pas le rendre un peu plus vert. Il y a un wallet, on l'a dit, Fizz s'est engagé à le décarboner. Je vous enverrai l'adresse. Pensez à vous inscrire. Exactement, rien que pour connaître aussi son impact, c'est intéressant. Je tiens aussi à remercier mes invités, mais Hélène également qui a assuré derrière, qui a eu quelques petits soucis, je crois, de caméra et de son, mais qui a géré ça comme une chef. Donc merci à vous, merci à Hélène, et puis rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission. Sur ce, bonne soirée, salut!